Bonjour à tous! Aujourd'hui, on vous propose un podcast sur la polykystose rénale, soit l'item 266. Le contenu de ce podcast se base sur le collège de néphrologie R2C de 2020. Tout d'abord, un peu d'épidémiologie. La polykystose rénale touche une personne sur 1000, donc 0,1% de la population générale. C'est une maladie de transmission autosomique dominante. Pour rappel de première ou de deuxième année, dans le cadre d'une maladie autosomique dominante, une personne atteinte a 50% de chances de le transmettre à un enfant, quel que soit son sexe. Deuxièmement, une personne porteuse est forcément malade. Et enfin, si un parent est sain, il a 0% de chance de le transmettre à un enfant. Il existe 2 gènes impliqués dans la polykystose rénale, PKD1 et PKD2. Dans 85% des cas, le gène PKD1 est muté. La protéine synthétisée à partir de ce gène s'appelle polycystine 1. Et l'âge moyen d'insuffisance rénale terminale est évalué à 54 ans. Dans 15% des cas, cette fois, c'est le gène PKD2 qui est muté, produisant une protéine, elle-même mutée, du nom de polycystine 2. Et l'âge moyen d'insuffisance rénale terminale est estimé, un peu plus tardivement, à 69 ans. Ce qui est important de comprendre, c'est que les manifestations rénales et extra-rénales de la maladie sont semblables, quel que soit le gène muté. Ce qui change en fonction du gène, c'est la fréquence, 85% pour PKD1 et 15% pour PKD2, et l'âge d'apparition de l'insuffisance rénale terminale. On commencera par aborder les manifestations rénales de la maladie. Il s'agit du développement progressif de multiples kystes dans les 2 reins. La polykystose rénale est par conséquent une néphropathie tubulo-interstitielle chronique. Néphropathie parce que c'est une maladie du rein, tubulo-interstitielle parce que les kystes se développent aux dépens des tubules et du tissu de soutien. Et enfin chronique parce que malheureusement, elle évolue très progressivement, on va le voir, vers l'insuffisance rénale chronique. Au niveau paraclinique, 2 examens d'imagerie seront contributifs. Il s'agit de l'échographie et du scanner. En premier lieu, l'échographie abdominale montrera typiquement 2 gros reins, avec des contours déformés par les kystes multiples et bilatéraux. Souvent, on retrouvera également une polykystose hépatique associée, dont on parlera plus tard dans les signes extra-rénaux de la maladie. Le nombre et la taille des kystes augmentent avec l'âge. Ainsi, chez le jeune, on ne peut pas se permettre d'éliminer le diagnostic devant une échographie normale. On considère qu'entre 15 et 40 ans, il faut au moins 3 kystes rénaux en tout à l'échographie pour parler de polykystose. Entre 40 et 60 ans, il nous faut visualiser au moins 2 kystes rénaux dans chaque rein, donc en tout 4 kystes. Et enfin, après 60 ans, le diagnostic échographique se fait sur la présence d'au moins 4 kystes dans chaque rein, donc en tout 8 kystes. On voit bien qu'au niveau chronologique, plus le sujet est âgé, plus on s'attend à trouver des kystes nombreux. En second lieu, le scanner sera utile. Il est d'ailleurs plus sensible que l'échographie. Et enfin, l'arbre généalogique reste évidemment indispensable pour étayer le diagnostic. Puisque évidemment, si on a notion d'un apparenté proche malade, le diagnostic se pose beaucoup plus facilement. Les complications de cette maladie sont au nombre de 4. L'insuffisance rénale chronique, les douleurs lombaires, l'hématurie macroscopique et l'infection rénale. De toutes ces complications, l'insuffisance rénale chronique en est la plus sévère et la plus fréquente. Le déclin annuel du DFG, une fois l'insuffisance rénale apparue, est de -2 à -5 ml par minute. Le pronostic rénal de la polykystose s'évalue notamment sur le volume des reins, qui normalement est de 300 ml chez un individu sain, mais qui peut atteindre 6 à 7 litres dans les formes les plus marquées de polykystose. Les autres complications fréquentes après l'insuffisance rénale chronique sont premièrement les douleurs et pesanteurs lombaires qui peuvent être dues à une hémorragie intrakystique. On a un kyste qui saigne dans l'espace rétropéritonéal. Deuxièmement, l'hématurie macroscopique
qui témoignent d'une hémorragie intrachystique avec rupture secondaire dans les voies urinaires. C'est-à-dire que le sang qu'on retrouve dans les urines provient du kyste. Et enfin, l'infection rénale, à laquelle il faut penser devant toute fièvre, chez un sujet malade. Cette infection peut témoigner d'une pyélonéphrite ascendante ou bien d'une infection intrachystique, qui est en somme l'équivalent d'un abcès du rein. On rappelle qu'un kyste, ça se rompt, ça saigne, ça comprime et ça s'infecte. Dans le cas de la polykystose, la compression n'a pas de manifestation clinique notable, mis à part l'augmentation du volume rénal, qu'on peut d'ailleurs mesurer au scanner et à l'IRM, un peu moins facilement à l'échographie. Les autres complications cependant, donc douleurs lombaires, hématurie et infection, sont bien le résultat de ruptures, saignements ou infections de ces kystes. Dans un deuxième temps, on va s'éloigner un petit peu du rein et voir les autres manifestations de cette maladie. 3 des atteintes extrarénales sont à retenir. Il s'agit des kystes hépatiques, de l'hypertension artérielle et des anévrismes des artères cérébrales. Les kystes hépatiques se développent chronologiquement après ceux du rein. Dans la majorité des cas, ils sont asymptomatiques, avec un bilan hépatique normal. 2 particularités existent chez la femme. Premièrement, les kystes apparaissent plus précocement que chez les hommes. Et deuxièmement, dans de rares cas, il existe une forme grave, avec des kystes responsables d'une hépatomégalie massive et très symptomatique, avec pesanteur et compression digestive. Cette fois, le bilan hépatique est perturbé. Le traitement reposera sur les analogues de la somatostatine qui diminuent le volume du foie et de ses kystes, et rarement un traitement chirurgical. La deuxième manifestation extrarénale, c'est l'hypertension artérielle, qui arrive chronologiquement avant l'atteinte rénale, et souvent avant 40 ans. Pour finir, les anévrismes des artères cérébrales du polygone de Willis, dont l'âge moyen de rupture est de 41 ans. On va faire un petit pas en arrière pour évoquer maintenant la prise en charge de la polykystose rénale dans toutes ses manifestations, donc rénale et extra-rénale. Au niveau thérapeutique, on n'a rien de bien spécifique. On conseille de boire 2 litres par jour en prévention de lithiase et des infections, et on surveille annuellement la pression artérielle et la créatinémie. Pour finir, on fait juste un petit point dépistage pour les sujets apparentés à risque, donc les sujets susceptibles d'avoir hérité de la maladie. Avant 18 ans, sans symptômes rénal, l'intérêt de l'échographie reste débattu, puisqu'on n'a aucun traitement pour ralentir la croissance des kystes à cet âge-là. La question qui se pose, c'est pourquoi détecter des kystes asymptomatiques si on n'a rien à proposer derrière? Par contre, on fait un contrôle tensionnel tous les ans, puisque, on le rappelle, l'hypertension artérielle arrive plus précocement que les kystes rénaux. Après 18 ans, on peut proposer une échographie de dépistage, puisque sans rentrer dans les détails, des thérapeutiques sont envisageables à cet âge-là. Pour ce qui est des anévrismes intracrâniens, une angio-IRM doit être proposée avant 50 ans, mais attention, pas pour tout le monde, seulement pour les apparentés premier degré des patients atteints de polykystose ayant rompu un anévrisme cérébral. En fait, chez certaines familles, on a une prévalence, donc un risque très accru d'anévrisme comparé à d'autres familles qui sont aussi atteintes de polykystose. Voilà, c'est tout pour ces podcasts. J'espère qu'il vous aura plu. Les remarques sont encore une fois les bienvenues. À bientôt pour un prochain podcast.